Bonjour à tous, voici maintenant une vidéo de correction d'exercices sur les mathématiques financières où nous allons voir principalement quelques calculs en intérêt composé et parfois en intérêt simple. Sous-entendu, lorsque ce n'est pas mentionné, on est par défaut en intérêt composé. Et puis nous aurons dans les derniers exercices de cette vidéo affaire à des remboursements d'emprunts. Alors commençons tout de suite par un exercice qui nous parle d'intérêt composé. On place un capital de 15 000 euros au taux annuel de 5%. Exprimer Cn plus 1 en fonction de Cn et de T. Calculer le capital possédé au bout de 10 ans et dire au bout de combien de temps on obtiendra le double du capital de départ. Donc on commence un petit peu fort avec cet exercice puisque on a trois questions à peu près indépendantes les unes des autres. Premièrement, exprimer Cn plus 1 en fonction de Cn. Ça veut dire exprimer le capital possédé à l'année n plus 1 en fonction du capital possédé à l'année n, c'est-à-dire une année avant. Eh bien, si on est en intérêt composé, en un an, le capital augmente de 5%, c'est-à-dire qu'il est multiplié par 1,05. Autrement dit, Cn plus 1 vaut 1,05 fois Cn, donc 1 plus T fois Cn. Je rappelle également la formule générale de calcul du capital en intérêt composé, et on en aura besoin pour la deuxième question, calculer le capital au bout de 10 ans. Il s'agit de calculer C10 en remplaçant n par 10 dans la formule de droite. C10 vaut donc C0 fois 1,05 puissance 10. Enfin, dire au bout de combien de temps on obtiendra le double du capital de départ. Alors, pour cette question, on n'a pas besoin de savoir que le capital de départ valait 15 000 euros. Tout ce qui nous intéresse en regardant la formule de droite, c'est que C0, quel qu'il soit multiplié par 2. Et donc, il suffit que 1 plus t puissance n soit égal à 2, c'est-à-dire 1,05 puissance n soit égal à 2. Comment résoudre cette équation lorsque l'inconnu est en exposant? C'est le cas ici. On peut redescendre cet exposant et donc exprimer sa valeur à l'aide de logarithme. Si 1,05 puissance n égale 2, alors n est égal au log de 2 divisé par le log de 1,05. Résultat 14,2, donc il faudra attendre un peu plus de 14 ans pour que le capital double lorsqu'il est placé à 5% d'intérêt composé. Exercice 31, une personne souhaite obtenir une somme de 37 000 euros au 1er octobre 2018. Quelle somme doit-elle placer au taux annuel de 5% le 1er janvier 2014? Donc, on est toujours en intérêt composé, on utilise toujours la formule de droite, on connaît Cn, finalement, hein, la somme finale, 37 000, et on nous pose la question de C0, sachant que le taux vaut 5%, donc le coefficient 1 plus t vaut 1,05. Et puis petit n, eh bien, il va falloir faire attention à sa valeur, puisqu'on va du 1er janvier 2014 au 1er octobre 2018. Donc il y a un nombre d'années qui n'est pas un entier. D'abord, du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2018, on a 4 ans. Et puis du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2018, il se passe 9 mois, donc les 9 douzièmes d'année, ou encore les 3 quarts d'une année. Et donc, on pourrait dire qu'en tout, on a une durée de 4,75 années. Alors bien sûr, on peut compter le nombre de mois qui sépare les deux dates, à savoir donc 4 ans x 12, 48 mois, plus 9 mois en 2018, ce qui donne 57 mois. Et à ce moment-là, dans la formule, on pourra écrire la fraction 57 douzièmes. Encore une fois, petit n doit être forcément converti en années, quel que soit le mode de calcul, à partir du moment où t, dans la même formule, est lui un taux annuel. Voilà, donc on prend n égale 57 douzièmes ou 4,75, c'est la même chose. On fait notre calcul. Et donc C0 multiplié par ce nombre doit être égal à 37 000. Donc C0 doit être égal à 37 000 divisé par 1,05 puissance 4,75. Alors, plutôt que de faire une division, on aurait pu faire une multiplication. En fait, si C0 représente une date antérieure et Cn une date ultérieure, alors petit n est une durée positive qui s'est écoulée du début à la fin. Si par contre on cherche à calculer à partir d'une quantité de départ C0 qui serait ici prise à 37 000, une quantité C moins n finalement, donc n périodes avant C0, on a le droit d'utiliser une puissance négative moins n ici. Et donc, il suffirait de dire, je prends 37 000 et je multiplie par 1,05 puissance moins 4,75. Et on le voit bien, ça correspond bien à une division par 1,05 puissance
4,75, la puissance négative étant là pour exprimer l'inverse. Donc ici, la division dans la formule. Exercice 32. Un capital de 5 000 € est déposé en intérêt composé pendant 7 ans. Déterminer le taux d'intérêt annuel, sachant que ce capital a produit 3 569 € d'intérêt. Donc attention, ce sont des intérêts, ça veut dire que il faut calculer notre capital final. La formule ne traite que de capitaux et pas d'intérêts. Donc si on a eu cette somme-là en intérêt, c'est que notre valeur finale vaut 5000 plus 3569, donc notre CN vaut 8569 €. Donc on a 8569, avec ces zéros égale 5000, et donc 1 plus t puissance 7 est égal à 8569 sur 5000. Oui, parce que l'écriture de la formule nous conduirait à écrire 8569 égale 5000 fois 1 plus t puissance n. Ce rapport vaut 1,7138, donc 1 plus t puissance 7 doit être égal à 1,7138. Notre objectif est de trouver la valeur de t. Donc cette fois-ci, l'inconnu n'est plus un exposant, mais est sous un exposant. Et donc là, il n'est pas question d'utiliser des logarithmes, mais simplement de faire disparaître cette puissance 7. Comment fait-on? En faisant apparaître par-dessus elle une puissance 1/7. Deux puissances empilées, on va dire, l'une sur l'autre et inverses l'une de l'autre, se simplifient. 1 plus t puissance 7 puissance 1/7, ça donne 1 plus t. Et donc 1 plus t va être égal à 1,7138 puissance 1/7. Pour le dire d'une manière plus résumée, si vous voulez déplacer un exposant sur l'autre membre d'une égalité, alors il faut utiliser l'exposant inverse. Voilà, notre résultat vaut à très peu de choses près 1,08, et donc on peut en conclure que le taux T vaut 0,08, c'est-à-dire 8%. Alors, vous placez 1000 € le 1er janvier, au taux annuel de 6%, mais vous désirez retirer votre argent au bout de 6 mois. Combien retirerez-vous? Là encore, on n'a pas de précision intérêt simple, intérêt composé, donc on se place par défaut en intérêt composé. Et nous avons toujours la même formule. C'est notre seul outil de base, on va dire, en intérêt composé. Nous avons une somme de 1000 € au départ. Nous avons un taux de 6%, donc 1 plus t vaut 1,06. Et on retire notre argent au bout de 6 mois, c'est-à-dire une demi-année. Donc je dois mettre une puissance 0,5 dans mon calcul. Ce qui me permet de calculer C indice 0,5 qui vaut 1029,56 €. Alors, placé à 6% annuel, ça veut dire que sur une base de 1000 €, ça nous rapporterait 60 € en un an. On voit qu'en 6 mois, on gagne un petit peu moins de la moitié des 60 €. On n'est pas tout à fait à 1030 €, on est à 1029,56. Tout simplement, il suffit de se souvenir qu'on suit une courbe d'exponentielle en intérêt composé, et qu'entre la date 0 à 1000 € et la date 1 à 1060 €, eh bien, on a une légère courbure qui fait qu'à mi-chemin, on n'est pas encore arrivé à la moitié des intérêts cumulés par rapport à l'intérêt sur un an. Ce qui se serait passé en intérêt simple, par exemple. En intérêt simple, C 0,5 vaudrait 1030. Exercice 34. Une personne passe 75 000 € du 15 mai de l'année N au 15 septembre de la même année sur un compte rapportant 9,5% l'an en intérêt simple, cette fois-ci. Quelle est la valeur acquise à l'issue du placement? Là encore, il ne faut pas s'affoler, on va dire. Nous avons une formule en intérêt simple qui nous dit Cn est égal à C0, facteur de 1 plus Np. On voit que les deux formules se ressemblent finalement, mais la position de petit n n'est plus du tout la même. Ici, c'est un simple facteur du taux, hein, ce qui nous permet de dire qu'en intérêt simple, les intérêts sont proportionnels à la durée. Alors, on remplace simplement les paramètres que l'on connaît par leur valeur dans la formule. Il se passe 4 mois, donc petit n vaut ici 4/12 d'année. Le taux 9,5%, donc on finit notre calcul et on arrive à une somme de 77 375 €. Quelle somme doit-on placer sur un compte rapportant un intérêt simple 7,5% l'an pour obtenir 50 000 € dans 11 mois? C'est exactement la même chose, en tout cas on utilise exactement la même formule. On veut cette fois-ci 50 000 € à l'arrivée,
et c'est dans 11 mois par rapport à aujourd'hui. Ça veut dire que petit n vaudra 11/12 multiplié par un taux annuel de 7,5%. Donc C0 vaut 50 000 divisé par 1 plus 7,5% fois 11/12. Exercice 36. Le 1er mars N, 10 000 euros sont placés au taux annuel de 6%. Donc sous-entendu composé. Quel serait le taux équivalent pour que la même somme placée le 1er juillet de la même année rapporte autant que la première au 31 décembre de la même année? On comptera une année de 12 mois de 30 jours chacun. Alors, le principe de l'équivalence en maths financières signifie on veut la même valeur à l'arrivée, donc à la fin, c'est-à-dire ici au 31 décembre. Premier calcul que l'on peut faire, c'est combien les 10 000 euros du départ, placés le 1er mars, nous auraient rapporté au 31 décembre. Il se passe une durée en année de 10/12. Donc je prends ma formule en haut à droite, un intérêt composé, avec n égale 10/12, un taux de 6%, une somme de départ de 10 000 euros. Et donc je peux calculer qu'au 31 décembre, j'aurai 10 497,56 euros. La question est, à quel taux il faudrait placer 10 000 euros le 1er juillet, cette fois-ci, pour que ce soit équivalent, c'est-à-dire pour me rapporter 10 497,56 euros le 31 décembre. Et bien cette fois-ci, entre le 1er juillet et le 31 décembre, il se passe 6 mois, donc on a 6/12 d'année. Donc petit n peut se simplifier ici en 0,5. Et donc on sait qu'il faut trouver le taux tel que 1 plus t puissance 0,5 nous donne 1,049756. Alors d'où est-ce que ça vient? Eh bien on le voit dans le premier calcul. C'est le résultat de la division de 10 497,56 par 10 000. Autrement dit, ce coefficient 1,049, etc., n'est autre que 1,06 puissance 10/12. Donc il faut que le coefficient multiplicateur appliqué à 10 000 soit le même, mais avec une durée différente et un taux différent. Question, quel est ce taux? Alors on l'a vu au-dessus, pour trouver un taux inconnu, il faut se débarrasser de l'exposant qui se trouve au-dessus. Comment est-ce qu'on s'en débarrasse? En utilisant l'exposant inverse de l'autre côté. Donc 1 plus t vaut 1,049756 puissance 2, l'inverse de 0,5. Résultat 1,1020, ça veut dire qu'il faudrait pouvoir placer son argent à 10,2% d'intérêt. Alors on peut aussi aller plus vite en disant finalement, quelle que soit la valeur de départ, ce qu'il faut de toute façon, c'est que 1,06 puissance 10/12 soit égal à 1 plus t puissance 0,5. Et que donc 1 plus t soit égal à 1,06 puissance 10/12 puissance 2. C'est-à-dire 1,06 puissance 20/12. Donc on peut faire ce calcul direct qui va nous conduire directement à 1,1020 et donc on aurait la réponse. Exercice 27, soit 3 capitaux initiaux placés à 8%. 1000 euros sur 2 ans, 500 euros sur 4 ans, 1500 euros sur 5 ans. Quelle est l'échéance N d'un capital équivalent de 3200 euros initiaux placés au même taux en intérêt composé? Là encore, ça peut paraître un petit peu obscur comme formulation. Il y a un mot-clé dans la question, c'est équivalent. C'est-à-dire que, en fait, on veut avoir la même somme à la fin. Autrement dit, si je remonte dans la première ligne, si on nous dit que 1000 euros sont placés sur 2 ans, 500 euros sur 4 ans et 1500 euros sur 5 ans, c'est que ces sommes ne sont pas placées au même moment, puisqu'on s'intéresse à ce que ça vaudra à la fin. La durée de placement des 1000 euros sur 2 ans doit avoir une échéance au même jour, à la même date, que les 500 euros placés en 4 ans et les 1500 en 5 ans. Alors on va faire un petit schéma pour représenter ça. En tout cas, notre but, c'est de rechercher l'échéance petit n, c'est-à-dire finalement à quel moment ou quel moment avant la fin on aurait pu placer 3200 euros en une seule fois, pour que ça corresponde au bout du décompte de temps à la même chose que ce qui a été fait dans la première ligne. Donc, non seulement la formule va être importante pour nous, mais aussi une petite schématisation de ce qui se produit. En gros, les choses se passent en 5 ans. Les 1000 euros que l'on envisage sont placés sur 2 ans. Ça veut dire
3 ans après aujourd'hui jusqu'à 5 ans après aujourd'hui. Les 500 € sont placés sur 4 ans, donc de 1 an, enfin c'est-à-dire dans 1 an jusqu'à dans 5 ans, et les 1 500 € sur 5 ans, donc on les place aujourd'hui et on récolte ce qu'ils seront devenus 5 ans plus tard. Alors pour faire les calculs de ce que sont devenues les sommes 5 ans, 4 ans ou 2 ans plus tard, c'est simple, on a la formule. Il suffit à chaque fois d'utiliser la bonne durée. Le taux, lui, ne change pas, c'est 8%, donc on a un coefficient 1 plus t de 1,08. Donc pour savoir combien on aura en tout, quel est le capital total possédé au bout de 5 ans, eh bien il faut cumuler les différents calculs menés grâce à la formule. Donc les 3 calculs séparés. Total 4050,64. Alors dans le détail, les 1000 € ont donné 1000 fois 1,08 puissance 2, 1166,4. Les 500 €, 500 fois 1,08 puissance 4, voilà le résultat. Et les 1500 €, 1500 fois 1,08 puissance 5, 2203,99 €. Et effectivement, le total nous donne bien 4050,64 €. Donc la question est, à quel moment est-ce qu'il faut que je place 3200 € pour que, au taux d'intérêt de 8%, il me rapporte aussi, à cette même date, 4050,64 €. D'où l'équivalence. Donc là, je dessine un trait vert sur la durée du placement des 3200 € sans trop savoir si je démarre au bon moment, évidemment. Je n'ai pas encore fait le calcul. En tout cas, je veux que 3200 € multipliés par 1,08 puissance n donne 4050,64. Voilà, finalement, j'allais dire entre guillemets mon point de départ, bien qu'on ait dû quand même décortiquer un peu les choses pour arriver à écrire ça. Alors, ici, on a encore un cas classique, on va dire, hein, c'est-à-dire qu'on cherche une durée en intérêt composé, cette durée est en exposant, on aura donc à utiliser des logarithmes, mais la formule des logarithmes est utilisable si on a une équation de type a puissance n égale b. Or ici, j'ai x égale y fois a puissance n. Donc il faut déjà que je me débarrasse du facteur 3200, que je le mette dans le membre de gauche. Donc je divise tout par 3200, j'obtiens que 1,08 puissance n doit être égal à 1,2658, et là je peux appliquer les logarithmes. N vaut donc le log de 1,2658 divisé par le log de 1,08. Alors vous pouvez utiliser la touche log de votre calculatrice les deux fois, ou la touche ln les deux fois. Un rapport de 2 log est un rapport de 2 ln. Quel que soit le logarithme employé, les rapports restent les mêmes. Voilà, donc le résultat, c'est légèrement plus de 3 ans. Donc évidemment, ce que j'avais tracé en vert était bon, c'est-à-dire qu'il faut que, entre le démarrage du placement des 3200 et la fin de la période, il s'écoule un petit peu plus de 3 ans. Donc c'est ce qui se passe ici schématiquement. Exercice 37, une société est débitrice de 3 capitaux au taux d'intérêt simple annuel de 7%. Alors, 15 000 € à échéance d'un mois, ça veut dire qu'elle doit régler une facture de 15 000 € dans un mois. Elle doit régler aussi 40 000 € dans 2 mois et 55 000 € dans 3 mois. Bon, alors, on est sur des intérêts simples, c'est ce qu'on nous dit en première ligne. Donc je rappelle les formules d'intérêt simple, une formule qui donne un capital, et la formule qui, à l'intérieur de la première, donne juste l'intérêt en euros, c'est-à-dire uniquement le terme, après développement, hein, C0 fois n fois t. Elle souhaite remplacer ses dettes par un capital unique à échéance de 5 mois. Quel doit être le montant de ce nouveau capital? Bref, imaginons que c'est une entreprise cliente qui doive ces 3 sommes-là à une entreprise à laquelle elle a acheté des choses, des prestations, des marchandises. Et elle dit, bon, bah, je ne pourrai pas vous régler dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Dites-moi combien en tout je vous dois, mais à régler dans 5 mois. Que va faire l'entreprise qui est créancière? Eh bien, elle ne peut pas additionner ces 3 valeurs qui correspondent à des périodes de paiement différentes. Des valeurs à des dates différentes ne sont pas comparables entre elles, parce qu'il y a un taux d'intérêt qui est en train de courir et qui fait évoluer les valeurs dans la durée. Donc, ce que l'entreprise créancière va faire, c'est qu'elle va prendre chacune des 3 valeurs et va les actualiser. C'est-à-dire qu'elle va calculer ce que représentent ces valeurs aujourd'hui,
Comme si, en les plaçant aujourd'hui au taux de 7, elle les retrouvait telles quelles dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, on a des valeurs CN si vous voulez et il faut retrouver les C0 correspondants. Première étape. Une fois que l'entreprise créancière, sait quel montant total cela représente pour elle aujourd'hui, elle pourra faire courir des intérêts sur 5 mois pour calculer le montant que l'entreprise lui devra dans 5 mois. Toujours au taux annuel de 7, bien sûr. Donc on calcule d'abord la valeur actuelle de l'ensemble des dettes, on actualise les dettes. Et donc évidemment, on va calculer des C0 à partir des CN, donc on va devoir prendre les CN et diviser par des nombres de type 1 plus NP. C'est ce qui se produit ici pour les 15 000 euros, ici pour les 40 000, ici pour les 55 000. Si je cumule le tout, la dette totale de l'entreprise représente aujourd'hui 108 505,78 euros. Et maintenant, on va appliquer donc 7 d'intérêt sur 5 mois, donc avec n égale 5 douzièmes d'année, un taux de 7 un C0 de 108 505,78 et on trouve un CN. Donc l'entreprise créancière va dire à sa cliente, d'accord, dans 5 mois, vous aurez à me régler 111 670,53 euros. Alors, autre version, elle souhaite remplacer ses dettes par le remboursement d'un capital de 110 000 euros. Donc elle dit, ok, je ne peux pas vous payer à ces échéances-là ces différentes sommes. Par contre, je vais prévoir de vous payer 110 000 euros, dites-moi simplement quand. Donc, encore une fois, même principe, hein, c'est-à-dire qu'on est censé actualiser. Aujourd'hui, la somme due au total représente 108 505,78 euros. Et la question est, que doit être petit n pour que 108 505,78 fois 1 plus NP donne 110 000, puisque notre entreprise ne peut nous payer que 110 000 euros. Donc, on manipule évidemment cette expression qui nous donne une équation où tout est connu sauf n, hein, l'inconnu est n. Et donc, évidemment, on sépare petit n progressivement du reste de ce qui l'entourait. Donc, on divise par 108 505. Ensuite, on va enlever 1. D'accord? Donc, 1 plus 7% fois n sur 12 doit être égal à 1,01371. J'enlève 1, donc 7% fois n sur 12 doit être égal à 0,01377,1. Et je divise par 7% et je multiplie par 12. Et comme ça, j'ai laissé n seul dans le membre de gauche. Bref, j'ai résolu l'équation. Donc ça représente 2,36, ce qui est un nombre de mois, puisque j'avais conservé une écriture n sur 12. Donc ici, évidemment, c'était une expression en mois. Donc, ok, vous me paierez 110 000 euros, mais ça sera dans 2 mois et 11 jours. Alors, comment trouver les 11 jours? Au fait, 2,36 mois, ça représente 2 mois plus 0,36 mois. 0,36 multiplié par 30, puisqu'il y a 30 jours dans un mois, ça donnera 11 jours à peu près. Exercice 38, on repart sur un principe d'intérêt composé. Calculer le taux annuel équivalent au taux mensuel de 1%. Alors, en intérêt simple, ça serait facile. Si vous avez 1% mensuel, vous aurez 12% annuel. En intérêt composé, non. Ce qui est équivalent, eh bien, c'est le fait que si vous avez une évolution sur 12 mois successifs avec un coefficient mensuel égal à 1,01, taux mensuel 1%, 1,01 puissance 12 représentera donc votre coefficient annuel, puisque ça vous permettra de passer de C0 à C12, c'est-à-dire un an plus tard. Donc 1,01 puissance 12, c'est le coefficient qui s'applique en un an. Ce coefficient vaut 1,1268. Il s'agit du 1 plus t annuel cette fois-ci. Donc le taux annuel, qui est derrière la virgule, est de 12,68%. Dans l'autre sens, calculer le taux mensuel équivalent au taux annuel de 8%. Cette fois-ci, si je compte 1,08 puissance 1, voilà ce qui se passe en un an. Je passe de C0 à C1, sachant que C1 est 1 an. Et la somme possédée un an plus tard, après C0.
Si je veux maintenant calculer le taux mensuel, je dois être capable de calculer C indice 1/12e d'année. Et donc, évidemment, je vais prendre 1,08 puissance 1/12e, ce qui va me donner mon coefficient mensuel. Dès que vous voulez faire des conversions de taux parce qu'il y a des changements de durée, vous devez passer par le coefficient multiplicateur. Ce qui s'impose en intérêt composé, alors comme je vous le disais, hein, je vous l'expliquais, en intérêt simple, non, puisque l'intérêt, c'est un des résultats de ces formules, est directement proportionnel à la durée. 1% mensuel, ça représente 12% annuel. 8% annuel, ça représenterait 8 sur 12% mensuel. En intérêt composé, non, on n'a pas le choix, on passe par les coefficients multiplicateurs. Donc bref, je vais calculer 1,08 puissance 1/12e pour savoir ce qui se passe en un mois pour ma somme C0. Ce coefficient multiplicateur vaut 1,006434. C'est le 1 plus t mensuel. T est donc ce qui est derrière la virgule, c'est-à-dire 0,6434%. Allez, on continue pour quelques exercices encore. Sur un compte rémunéré à 3% d'intérêt annuel, on dépose 2 000 € le 1er janvier 2014, puis 500 € tous les 6 mois. Le 1er janvier 2016, on retire 3 000 €. De quelle somme dispose-t-on fin 2018? Alors, on peut réfléchir séparément aux différents ajouts ou retraits. Les 2 000 € de départ auront été placés pendant 5 ans. Donc, imaginons qu'il n'y ait que ça, qu'on ne parle pas des 500 €, des 3 000 €. Cette somme-là va fructifier pendant 5 ans. Et donc, au taux annuel de 3%, elles vont donner 2000 fois 1,03 puissance 5, 2318,55. Ensuite, nous avons 500 € qui sont placés tous les 6 mois. À partir du 1er juillet 2014, hein, les premiers 500 € sont placés 6 mois après le début du placement général, on va dire. Donc le 1er juillet 2014, puis le 1er janvier 2015, puis le 1er juillet 2015, etc. etc. Et il va se passer 9 versements de 500 € jusqu'à fin 2018, si on compte un tout dernier versement, on va dire au 31 décembre 2018. Le tout dernier ne rapporte pas d'intérêt. Le précédent, au 1er juillet 2018, a rapporté des intérêts pendant 6 mois, celui d'avant des intérêts pendant 1 an, etc. etc. Donc, on va avoir un coefficient multiplicateur sur 6 mois de 1,03 puissance 5. Donc, tous les 6 mois, n'importe quelle somme, donc de 500 € par exemple, hein, est multipliée par 1,014889. Okay. Et nous avons, pour toutes les sommes de 500 € placées à des dates différentes, des multiplications par 1,014889 à des puissances différentes. Les 500 € placés au début, ils vont fructifier pendant 9 périodes de 6 mois. Les suivants pendant 8 périodes seulement, etc. Jusqu'aux avant-derniers pendant une période. Et les 500 € à la fin ne fructifient pas, puisqu'on les compte juste au moment où ils sont placés. Alors, on peut considérer qu'on a affaire à une somme de termes d'une suite géométrique, où le premier terme vaut 500, et où la raison vaut 1,014889. Et si j'appelle UN ma suite géométrique, eh bien j'ai ici U0 pour 500, et j'ai U9 pour 500 fois 1,014889 puissance 9. La somme de U0 à U9, ça correspond à une formule sur les suites géométriques que l'on est censé connaître. U0 multiplié par Q puissance 10 moins 1 divisé par Q moins 1. Bref, on arrive à nos fins en calculant 5348,66 €. Alors il est vrai que sans cette formule de somme des termes d'une suite géométrique, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est juste un calcul détaillé par période de 6 mois, en faisant un grand tableau et en détaillant toutes les sommes que l'on possède. Alors voilà pour les 500, et puis on a retiré 3 000 € au fait le 1er janvier 2016 de notre compte. Donc c'est autant d'argent qui n'aura pas pu fructifier jusqu'à fin 2018. Et donc on peut calculer ce que ces 3 000 € auraient dû donner s'ils avaient pu fructifier, si on les avait laissés sur notre compte, et on pourra les déduire de notre total général. Alors c'est peut-être un
petit peu bizarre dit comme ça, hein, puisque ces 3 000 € ne sont plus sur le compte. Mais puisqu'ils ont été retirés le 1er janvier 2016, il faut bien être capable de calculer ce qu'ils auraient pu donner s'ils n'avaient pas été retirés. Quand je fais fructifier mes 2 000 € pendant 5 ans, et puis mes 500 € pendant toutes les périodes, sans tenir compte du fait que j'ai retiré 3 000 €, eh bien j'ai calculé trop d'argent. Donc je vais retirer ça. Mais on va voir qu'effectivement, si on fait le détail 6 mois par 6 mois dans un tableau de ce qui s'est passé sur notre compte, on arrivera bien au total que l'on peut annoncer maintenant. La somme totale possédée vaut les 2 000 € qui ont fructifié, plus tous les versements de 500 € qui ont fructifié, moins ce que seraient devenus les 3 000 € qu'on avait retirés en 2016. 4 389,03 €. Alors vérifions à l'aide d'un tableau. Donc j'ai placé 2 000 € au départ. Au milieu de l'année, mes 2 000 € sont devenus 2 029,77 € et j'ajoute 500 € que je viens de placer. Donc j'ai sur mon compte 2 529,77 €. Ils ont fructifié pendant 6 mois encore et ils sont devenus 2 567,44 € auxquels je rajoute 500 € que je verse et donc j'arrive à 3 067, bon, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Début 2016, je rajoute mes 500 €, mais je retire 3 000. Donc j'ai un solde de moins 2 500 € directement. Et donc l'argent fructifie, mais je lui enlève d'un coup 2 500 €. Et ensuite, je continue de faire fructifier ma somme pendant 6 mois en rajoutant 500 € et ainsi de suite. Et si je fais ça donc très méthodiquement jusqu'au bout, j'arrive effectivement à 4 389,03 € en arrondissant. Exercice 43. Un groupement d'agriculteurs décide de la construction d'un silo. Pour cela, 60 000 € sont nécessaires. Ce groupement va en financer 20%, mais doit emprunter le reste, au taux de 7% sur 8 ans, remboursable par annuité constante. Donc on a plusieurs éléments là dans l'énoncé dont il va falloir tenir compte les uns après les autres. Calculer l'annuité de remboursement et le coût de l'emprunt, c'est-à-dire le montant total des intérêts, combien ça va nous coûter en plus par rapport au fait d'avancer nous-mêmes l'argent. Alors d'abord, attention, le groupement va en financer 20% des 60 000 €. 2 x 6, 12, donc il va financer 12 000 €. Bref, l'emprunt est sur un montant de 48 000 €. Cet emprunt, il est remboursable sur 8 ans par annuité constante. Et on a une formule pour calculer des annuités constantes. Cette formule est celle-ci, que vous retrouverez dans votre formulaire. L'annuité est égale à C0, alors on connaît, 48 000, multiplié par T, on le connaît, c'est le taux, 7%, donc 0,07, divisé par 1 moins 1 plus T puissance moins n. Formule qui peut sembler barbare, qui se justifie grâce aussi à des sommes de termes de suite géométrique, mais n'entrons pas dans le détail, on applique froidement la formule qui nous est donnée. Le taux vaut 7%, donc 1 plus T, c'est le coefficient 1,07. N représente le nombre de paiements, donc c'est en annuité constante sur 8 ans, donc il y a 8 paiements, donc puissance moins 8 ici. Et donc j'aurai 1 moins 1,07 puissance moins 8. J'effectue ce calcul, et si vous ne vous trompez pas au niveau des parenthèses, par exemple sur votre calculatrice, si vous n'avez pas une écriture formelle comme celle-ci, vous arriverez à une annuité de 8 038,45 €. Donc le groupement a emprunté 7%, non, il a emprunté 48 000 € sur 8 ans, au taux d'intérêt de 7%. Il va donc rembourser 8 fois 8 038,45 €. Alors, ce qui est quand même assez énorme, hein, puisque 8 fois 8 000 €, ça fait 64 000 €, donc il va rembourser un peu plus de 64 000 € alors qu'il a emprunté 48 000. Oui, mais il s'est écoulé 8 ans quand même, hein, et au taux de 7% annuel, effectivement, on sent la différence. Le coût du prêt, le simple fait d'emprunter de l'argent, va coûter au groupement 16 307 €, qui donc sont autant d'argent gagné par la banque, finalement, hein, pendant cette période. Exercice 44, donc on glisse sur des emprunts, hein, progressivement. Ici, vous le voyez, à l'occasion de l'achat d'un véhicule, un de vos clients, vous êtes vendeur de voiture, donc envisage de vous emprunter une somme de 8 000 €.
alors vous êtes à la fois vendeur de voiture et prêteur, à rembourser par mensualité constante. Donc là, on est vraiment dans la peau du particulier qui va acheter un véhicule. Il emprunte 8 000 € à rembourser en mensualité constante. Vous pouvez lui proposer de vous rembourser en 3 ans au taux annuel net TEG plus assurance de 6,55%. Calculez le montant de la mensualité correspondante, en déduire le coût total du prêt. Donc attention, cette formule permet de calculer des annuités constantes avec un taux d'intérêt annuel et un nombre d'années écoulées, petit n. Il n'est pas question d'aller diviser une annuité par 12 pour dire voilà la mensualité, puisque on est sur un principe d'intérêt composé, dans ce qu'on fait ici, hein, en annuité ou mensualité constante, et que en intérêt composé, rien n'est proportionnel à la durée. Donc ce n'est pas en divisant une annuité par 12 que vous allez trouver une mensualité. Vous ne serez pas loin, mais ça ne sera pas la bonne valeur. Alors comment faire? On reprend cette même formule pour calculer une mensualité. Il nous faudra simplement utiliser un taux mensuel et un nombre de mois pour petit n. Et ça va fonctionner, bien évidemment. Alors, il faut convertir le taux qui est annoncé par le prêteur, 6,55%, qui est un taux annuel, en un taux mensuel. Comment est-ce qu'on fait? On l'a vu dans un exercice précédent. Quel est le taux équivalent sur un mois d'un taux annuel de 6,55%? Eh bien, il faut passer par le coefficient annuel. 6,55% annuel, c'est un coefficient de 1,0655. Si vous mettez ce coefficient à la puissance 1/12e, vous obtenez le coefficient mensuel. 1,0655 puissance 1/12e, ça vous donne 1,00530115. Donc c'est le coef mensuel. C'est le 1 plus t mensuel qu'il faudra utiliser dans cette formule. Et le taux mensuel, lui, se trouve derrière la virgule. Donc 0,0053, etc. C'est la valeur petit t seule. Donc maintenant, on sait comment utiliser notre formule. Il faut faire attention à petit n. Si vous remboursez des mensualités pendant 3 ans, vous allez rembourser 36 mensualités. Donc petit n vaut 36 dans la formule. Voilà, donc vous demandez ça à votre calculatrice et elle vous donne des mensualités de 244,69 €. C'est exactement le calcul qui est utilisé par les logiciels d'une banque ou d'un organisme qui va vous prêter de l'argent en vous annonçant un taux annuel et en vous calculant des mensualités. Voilà comment ça se passe dans le détail. Le coût du prêt, vous allez rembourser 36 fois 244,69 €. Et en retranchant les 8 000 € qui ont été prêtés au départ, vous allez vous rendre compte que vous avez à rembourser 808 € supplémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, 36 fois 244,69, ça vaut 8 808,84. Voilà. Voilà ce que vous avez payé après avoir emprunté 8 000 €. Alors, poursuivons dans cet exercice, donc on reste sur la même base. Je rappelle la valeur du taux mensuel, dresser et compléter les 2 premières lignes du tableau d'amortissement du prêt. Alors, regardons un petit peu ce qui s'est passé. Les lignes d'un tableau d'amortissement, elles doivent contenir mois par mois, hein, une ligne pour un mois, ce que vous allez rembourser, donc votre mensualité, qui est constante, hein, donc quelle que soit la ligne, ça sera 244,69 €, mais qui se décompose en un amortissement qui sert à rembourser l'argent emprunté, plus des intérêts qui vont dans la poche de la banque, si je puis dire. Les deux se calculent indépendamment l'un de l'autre. Lorsque vous avez des mensualités constantes, vous connaissez d'abord la mensualité. Vous pouvez calculer l'intérêt, qui est toujours le taux d'intérêt appliqué à la somme totale qui vous reste à rembourser au début de la période que vous considérez. Et ce qu'il vous reste à rembourser au début, bah, c'est 8 000 €, c'est la totalité. L'intérêt mensuel est calculé sur la base du taux mensuel, bien sûr. Donc vous allez calculer le taux mensuel multiplié par 8 000, résultat 42,41 €. Et donc vous savez que sur votre première mensualité, il y a 42,41 € qui ne servent pas à rembourser vos 8 000 €, mais qui vont en plus pour la banque. Et par soustraction, vous savez que vous avez fait un amortissement de 202,28 €
Donc sur les 8 000 €, 202,28 € ont été remboursés. Par soustraction, vous en déduisez que au début du mois suivant, il vous reste 7 797,72 € à rembourser. Sur la base du taux mensuel, vous pouvez recalculer l'intérêt de cette période-là. Ça va être légèrement inférieur puisque la somme de gauche est légèrement inférieure. Et encore une fois, par soustraction, vous en déduisez l'amortissement réalisé et ainsi de suite. Mécaniquement, donc, puisque cette somme diminue au fur et à mesure de vos remboursements, les intérêts à payer diminuent, mais comme la somme reste constante, les amortissements augmentent. Voilà, donc on a une progression de ces valeurs qui, d'ailleurs, soit dit en passant, suit les règles d'une suite géométrique. Vous avez des intérêts qui sont décroissants, dégressifs, enfin dégressifs, c'est pas le taux qui est dégressif, hein, ce sont des intérêts décroissants, et puis vous avez donc la mensualité qui est constante. Voilà, donc j'affiche quelques explications, vous pourrez mettre pause si vous souhaitez les relire à tête reposée. Maintenant, poursuivons avec le même cas. On se demande quel est le taux équivalent pour une durée de remboursement de 4 ans. Donc en fait, l'idée, c'est de rembourser la même somme, mais en 4 ans. Et quelle serait la nouvelle mensualité? En fait, le taux équivalent, c'est quelque chose qui, pour la banque, serait équivalent. La banque, elle fait un calcul simple au départ. Elle se dit, je vous prête, je vais lui prêter 8 000 € aujourd'hui. Je considère que ces 8 000 € m'auraient rapporté 6,55% par an pendant 3 ans. Et donc, si j'avais gardé ces 8 000 €, il serait devenu une certaine somme dans 3 ans. Je veux absolument que la personne me rembourse l'équivalent de cette somme. Et la question 3 ici est, quel serait le taux équivalent pour une durée de 4 ans? Donc on est sur un des exercices qu'on avait vu auparavant, qui est qu'on veut obtenir la même somme au bout, mais cette fois-ci en 4 ans au lieu de l'obtenir en 3 ans. Donc 8 000 € fois 1,0655 puissance 3, c'est quelque chose qui vaut 9 677,21 €. Très bien. Il faut donc que 8000 fois 1 plus t puissance 4 me donne la même somme, pour avoir ce fameux taux équivalent sur 4 ans. Taux équivalent que j'appelle V, ici, pourquoi pas. Voilà, donc en gros, il faut que 1,0655 puissance 3 soit égal à 1 plus V puissance 4. Donc ça veut dire qu'un plus V puissance 4, avec cette expression-là, doit valoir 1,20965. Je fais changer de côté ma puissance qui me gêne au-dessus de V. 4 devient donc de l'autre côté 1 quart. J'ai 1 plus V, donc j'enlève 1. Et donc j'obtiens directement V 0,04873, donc à peu près 4,87%. Voilà. C'est-à-dire que si vous demandez à votre banque ce qui serait équivalent en remboursant sur 4 ans, eh bien pour la banque, ce qui serait équivalent, c'est 4,87% d'intérêt. Alors, quelle serait la nouvelle mensualité? Eh bien, calculons. Notre coefficient mensuel faudrait 1,048733, c'est ce qui se passe à l'année, puissance 1/12e. Donc coefficient mensuel, cette valeur, et donc le taux mensuel 0,00 731. Je reprends mon calcul de mensualité, je mets mes éléments à l'intérieur, je fais bien attention à la valeur de n qui cette fois-ci correspond à 48 mois de remboursement, et j'obtiens une mensualité de 183,39 €. Voilà. Donc remboursable en 4 ans, 183,39 € de mensualité. On pourrait se poser la question d'ailleurs de est-ce que finalement ça va me coûter plus cher que la version sur 3 ans? Je pourrais multiplier ce nombre-là par 48 et comparer à l'ancienne mensualité multipliée par 36. Vous pouvez vous poser la question. Alors, votre client trouve les mensualités de la première question, c'est pas la question A mais la question 1, peu importe, trop élevées. Donc on lui annonçait 200, un peu plus de 200 €. Et souhaite les voir abaisser en dessous de 200 €. Mais pas forcément sur cette durée de 4 ans, pas forcément dans le contexte de la question 3. Donc on revient sur l'énoncé général.
Vous lui proposez un remboursement sur 4 ans, mais en élevant de 2 points le taux d'intérêt annuel. Ah, est-ce que ça répond à ses attentes? Alors, vous lui proposez un remboursement sur 4 ans, mais en passant de 6,55% à 8,55%. On va voir. Le taux mensuel doit être calculé. Donc j'ai un coefficient annuel de 1,0855 cette fois-ci, puissance 1 douzième, qui devient un coefficient mensuel de 1,00686. Taux mensuel 0,00686. Je fais mon calcul de ma nouvelle mensualité et j'obtiens 196,18 €, ce qui finalement n'est pas énormément plus élevé que celui-là, bien que le taux soit quand même assez différent, mais on est quand même sur des paiements étalés sur 4 ans, donc une faible différence de mensualité sur un grand nombre de mensualités, ça va représenter une forte différence sur la somme totale payée, bien entendu. Donc un coût du prêt qui aura augmenté fortement. En tout cas, est-ce que ça répond aux attentes du client? Oui, puisque selon cette version, on reste quand même sur des mensualités qui sont en dessous de 200 €. Voilà, donc on peut être amené quand on négocie avec un client, hein, des petites modifications sur les conditions d'un prêt, négociations sur le taux du prêt ou sur la durée de remboursement. On peut être amené à envisager plusieurs possibilités et à devoir faire, état de plusieurs choses. J'aurai d'ailleurs une série de vidéos que je vous montrerai sur Excel, où justement on pourra être beaucoup plus efficace par rapport à ça et voir des listes de valeurs qu'il est possible d'obtenir, suivant différents cas de figure ou suivant l'évolution de tel ou tel paramètre. Alors, passons à un exercice où on a encore une fois un tableau d'amortissement à réaliser, faisons attention aux conditions de l'énoncé. Donc une société emprunte 200 000 € le 1er mai de l'année N pour financer un investissement au taux annuel net de 8%. Présentez le tableau d'amortissement de l'emprunt en amortissement annuel constant sur 4 ans. Donc attention, on n'est plus en annuité constante avec la formule des annuités, on est ici en amortissement constant. Donc on n'a plus du tout à utiliser la formule des annuités. Ce qui est constant ici, ce sont les amortissements. Je vous affiche tout de suite le tableau pour que vous compreniez bien ce qui se passe. En amortissement constant, ce que l'on connaît d'avance, c'est la colonne amortissement et pas le reste. Vous devez rembourser 200 000 € en amortissement annuel, donc c'est-à-dire en remboursement une fois par an sur 4 ans. Donc 200 000 € à rembourser en 4 fois, et bien c'est 4 fois 50 000 €. Mais bien entendu, ça n'est pas exactement ce que vous allez payer, puisqu'il faut aussi compter des intérêts. Et donc cette fois-ci, de gauche à droite par addition, vous allez en déduire chaque année l'annuité de remboursement, ce que vous allez devoir vraiment débourser. Donc vous savez que vous allez payer 50 000 € pour rembourser votre emprunt, progressivement pendant 4 ans. Les intérêts valent toujours le taux d'intérêt appliqué au total de ce qui vous reste à rembourser. Donc ici, 8% de 200 000 €, 16 000 €, 8% de 150 000, 12 000 €, etc., etc. Et donc, de proche en proche, comme ça, vous pouvez finir de compléter votre tableau d'amortissement de l'emprunt. Alors, tout irait bien, sauf que la société a emprunté 200 000 € le 1er mai, pas le 1er janvier. Or, dans un tableau d'amortissement d'annuité, on va essayer autant que possible de suivre les exercices comptables qui, souvent, ça n'est pas une obligation, hein, mais souvent, vont du 1er janvier au 31 décembre. Et donc, ce qui serait bien, c'est de compter une première année, donc un premier remboursement, sur une somme qui court du 1er mai jusqu'au 31 décembre, donc pas sur une année complète, puis de compter des années complètes, puis de finir avec une 5e année, un 5e remboursement, sur ce qu'il reste à rembourser du 1er janvier au 1er mai de la toute dernière année. Donc c'est ce que j'explique ici, et là encore, vous pourrez mettre pause et lire un petit peu ce qui s'affiche là, mais en tout cas, ce qui serait plus logique, c'est que l'entreprise qui a emprunté cet argent le 1er mai n'ait pas à payer la totalité de l'amortissement et des intérêts comptés sur un an complet. À la limite, on pourrait imaginer que l'argent soit prêté le 30 décembre. Ça serait quand même un petit peu bizarre que la banque lui réclame le 31 décembre, donc le lendemain,
la totalité de ce qu'elle aurait dû sur un an. Donc non, il va falloir qu'on compte des choses au prorata de ce qu'il y a la première année. Ensuite, d'accord, on compte les choses sur des années complètes. Alors on va voir ce que ça devient, moyennant cette version-là. Du 1er mai au 31 décembre, j'ai 8 mois. Donc j'ai 8 douzièmes d'année, autrement dit 2 tiers d'année. Donc je ne vais pas compter 50 000 euros, mais je vais compter les 2 tiers de 50 000 euros. Et pour les intérêts, je vais faire de même. Alors, petite remarque que je n'ai pas dite, lorsqu'on est sur le mode des amortissements constants, on est sur un mode de calcul d'intérêt simple, si vous voulez, lorsqu'on calcule ces choses-là. Et donc, si on parle des 2 tiers de l'année, on va compter les 2 tiers des intérêts qu'on aurait dû sur l'année complète. Donc, on démarre en première ligne avec ces valeurs-là, ce qui, additionné, représente un débours pour l'entreprise de 44 000 euros la première année. Si la première année, on a effectué un amortissement de 33 333 euros, voici ce qu'il nous reste à rembourser au début de la deuxième. Et que l'on va, pour lequel on va faire un remboursement, pardon, une annuité, au 31 décembre, donc réellement un an plus tard cette fois-ci. Donc on compte bien tout ce qu'il faut faire sur un an. L'amortissement de 50 000 euros et les intérêts complets dus sur une année, qui représentent donc 8% de la somme totale de gauche. On fait ça sur les 3 années complètes qui s'écoulent, et on s'aperçoit au bout du compte qu'il reste 16 666,67 euros à rembourser pour une dernière année. Donc que l'on va rembourser en totalité, bien sûr, et somme sur laquelle on va compter des intérêts. Mais ça, c'est ce qui nous reste à rembourser le 1er janvier de la dernière année. Et a priori, le dernier versement, l'entreprise va le faire le 31 décembre. Donc on va compter des intérêts sur un an. Donc attention entre la première et la dernière année. La première année, on nous a prêté de l'argent le 1er mai et on effectue un premier paiement le 31 décembre. Donc on laisse courir des intérêts sur cette période-là, 8 mois. La dernière année, il nous reste ça à rembourser le 1er janvier, mais on va finir de rembourser le 31 décembre. Donc on compte des intérêts sur un an. Voilà, donc lorsque les dates sont réelles et quelque part comme ça dans l'année, les choses se compliquent un petit peu. On ne peut pas se permettre de compter des années toutes identiques sur à chaque fois une année entière. Il faut être très vigilant par rapport à ça. Là encore, petite ligne d'explication que vous pourrez lire à tête reposée. Alors, regardons maintenant ce qui peut se produire à peu près de manière similaire, mais en annuité constante. On n'est plus en amortissement constant. On emprunte, bon, 150 000 euros cette fois-ci, pourquoi pas, le 1er mai. Le taux annuel net est de 8%. Présentez le tableau d'amortissement de l'emprunt en annuité constante sur 5 ans. Alors d'abord, naïvement, je vais faire comme si on comptait 5 années pleines. Avec la formule de l'annuité, en annuité constante, on calcule d'abord l'annuité et on remplit d'abord cette colonne. Ensuite, dans chaque ligne, on va calculer les intérêts qui représentent les 8% de la somme de gauche. Et par soustraction, on en déduit l'amortissement, ce qui, par une nouvelle soustraction, nous fait déduire le capital restant dû au début de la période suivante. Et ainsi de suite. Recalcul des intérêts, resoustraction ici pour trouver cette somme, et resoustraction pour trouver celle d'en dessous, etc. Ça, c'est ce qui se passe si on compte 5 années pleines. Mais encore une fois, on nous a prêté de l'argent le 1er mai. Donc on va raisonner comme précédemment, sauf qu'on n'était pas sur le même principe logique de calcul au départ. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va considérer que la première année, j'affiche tout de suite le tableau, comme ça on en parlera plus facilement. La première année, donc, l'annuité a été calculée 37 568,47 euros. Donc, ça c'est l'annuité, c'est ce qu'on doit sur une année pleine. On va décider de n'en compter que les 2 tiers, parce qu'il s'est écoulé 2 tiers d'année pour la première année. Donc les 2 tiers de 37 568, je calcule 25 045,65. Alors vous me direz, puisqu'on est sur un mode d'intérêt composé dans ce mode-là, les intérêts composés n'étant pas proportionnels à la durée, peut-être que ce calcul est faux. C'est vrai que dans la pratique, parfois
on fait ça, d'accord? Parfois, la banque va faire ça en disant: «Bon, bah, il s'est écoulé 2/3 d'année, je vais calculer les 2/3 d'une annuité». Ou parfois, on fait vraiment un calcul d'une, semi-annuité, donc d'une annuité partielle, en tenant compte d'une durée de 8 mois, en calculant le taux sur 8 mois, bon, et ainsi de suite. Ça dépend du mode de calcul, mais en général, on ne s'embête pas trop à fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'on considère une annuité égale aux 2/3 de l'annuité normale. On calcule des intérêts, correspondants. Alors, non pas cette fois-ci, parce que l'intérêt, c'est quand même quelque chose d'important pour la banque, non pas sur les 2/3 de l'intérêt annuel, mais sur ce calcul-là, celui que je montre ici. C'est-à-dire que les 150 000 € à 8 annuels nous auraient donné une certaine somme, mais pendant 2/3 d'année, eh bien, ils nous donneront 150 000 fois 1,08 puissance 2 tiers. Donc la banque se dit, en fait, si j'avais gardé pour moi 150 000 €, combien serait-il devenu 8 mois plus tard? Il serait devenu le résultat de ce calcul. Et donc, ce que la banque perd à prêter ces 150 000 €, c'est la différence. Donc ici, le résultat se monte à 7 896,96 €. Donc, la banque va vous faire payer cette somme-là en intérêts. Donc là, elle fait un calcul très précis sur le mode des intérêts composés. Avec cette annuité-là, moins cet intérêt, par soustraction, eh bien, on voit que sur les 150 000 € empruntés, seuls 17 000 à peu près ont été réellement remboursés. Et il en reste donc presque 133 000 à rembourser au début de l'année 2. À partir de là, on compte des années pleines. Donc un calcul plus simple, l'annuité complète, les intérêts complets qui valent 8% de la somme de gauche, par soustraction l'amortissement, par soustraction le capital restant dû l'année suivante, etc. Et il va s'écouler comme ça 4 années pleines, où on va s'apercevoir que au 1er janvier de l'année suivante, il reste encore 11 455 € à rembourser. Donc remboursé au 31 décembre de la même année. Donc on fait courir des intérêts sur cette période-là, 8% de cette somme. Et donc on calcule finalement une annuité par addition cette fois-ci, en disant voilà, il vous reste ça à rembourser, voilà ce que ça représente en intérêt, ça plus ça donne 12 371. Vous devez nous régler ça en plus le 31 décembre. Et on s'aperçoit qu'en tout, en faisant la somme, on aura remboursé 187 690,94 €. Alors si je reviens en arrière, d'ailleurs, je m'aperçois que c'est légèrement inférieur à ce que j'ai payé dans le tableau précédent. Effectivement, les 25 000 de départ plus les 12 371 ici ne représentent pas tout à fait les 37 568 € d'une annuité complète. D'où un total général qui n'est pas tout à fait celui d'avant. Alors je reviens en arrière pour revoir le total d'avant. 187 842 €. Et ici, 187 690. Donc à peu près 150 € de décalage. Pourquoi est-ce que c'est un petit peu plus avantageux pour l'entreprise? Bien tout simplement parce que c'est la première année qui doit ça, hein. L'entreprise, si vous voulez, on va lui prêter de l'argent, donc 150 000 € à une certaine date, mais elle va finir de rembourser plus tard que ça. C'est-à-dire qu'on lui prête 150 000 € le 1er mai de la première année, et elle va finir de rembourser le 31 décembre de la 6e année. Donc elle a un laps de temps un peu plus long pour rembourser, en plus d'étapes. Et en général, hein, si on ne modifie pas les autres conditions, eh bien on a un tout petit peu moins d'argent à rembourser au total. Très bien. Alors, nous avons fait le tour de ce qu'on pouvait dire sur des bases de mathématiques financières. Bien sûr, on n'a pas parlé d'autres modes de remboursement d'emprunt, hein. Il y a les remboursements in fine, il y a le fait de pouvoir décaler les intérêts, différer le premier remboursement. Il y a également la notion d'escompte, des intérêts précomptés ou post-comptés, des choses que l'on verra dans des vidéos ultérieures. Mais pour, en tout cas, ce qui concerne le programme de TC première année, nous avons vu tout ce que nous voulions voir et c'est déjà pas mal. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera pour une prochaine vidéo de TD sur le premier degré. On changera donc complètement de sujet et je vous dis